parler, on va vous présenter ce qu'on fait. Cette année, Moi Patient va fêter ses 6 ans. On a à peu près 6 ans vraiment d'existence et donc 6 ans de travail avec les associations à notre actif. Donc, on va vous expliquer un peu ce qu'on fait. Donc, Moi Patient, il s'agit pour Moi Patient de valoriser l'expérience des patients et de transformer la recherche. Alors, les fondements de la création de Moi Patient, ça a été créé, Moi Patient, en fin 2019, à l'initiative de Rénalou, la voix des malades du Rhin. Vous connaissez, je pense, tous Rénalou, hein, qui est donc une association de patients qui est engagée pour défendre les droits des personnes concernées par l'insuffisance rénale. Rénalou, à l'époque, a répondu à un appel à projet pour développer cette plateforme de recherche et donc a bénéficié du soutien public et en particulier de l'ARS Île-de-France pendant 5 ans. Donc, il y a une convention pluriannuelle qui a été signée avec l'ARS Île-de-France qui nous a permis de réaliser plusieurs développements et donc de proposer aujourd'hui une plateforme sécurisée de recueil de données de santé, bien sûr, et qui nous a permis, à partir de là, de diversifier nos services et nos offres d'accompagnement pour le développement de la recherche guidée par les patients. Donc, notre plateforme, elle a été créée, vous l'avez compris, par et pour les patients. Et toutes nos études, toutes les études que nous accompagnons sont réalisées en partenariat avec des associations de patients. C'est même bien plus qu'un partenariat, parce que c'est vraiment avec les associations de patients que nous co-construisons tout le matériel des études. Et ce sont les associations de patients qui, le plus souvent, sont les promoteurs et les responsables de traitement des données qui sont produites grâce aux études que nous accompagnons. Moi Patient, c'est une société dont l'actionnaire exclusif est aujourd'hui Rénalou, donc, acteur associatif. Et oui, alors pensez à bien couper vos micros par contre quand vous ne vous exprimez pas. Et seules des associations peuvent intégrer le conseil d'administration de Moi Patient. Donc aujourd'hui, un seul actionnaire, Rénalou, ça pourrait amener à évoluer dans le temps pour y associer d'autres associations de patients. Alors, le concept de Moi Patient, donc il y a 2 outils. Moi Patient, aujourd'hui, on va surtout parler de Mes Data, mais on a également un outil qui s'appelle Mes Soins. Mes Data, c'est donc une partie, un pilier de Moi Patient qui permet de recueillir et d'analyser l'expérience des personnes qui vivent avec des pathologies chroniques ou de leurs proches, voire même des soignants qui sont en charge du suivi des patients. Donc notre outil, je vous l'ai dit, il est sécurisé. Bien sûr que au détour des études que nous accompagnons, on recueille des données de santé, des données qui sont potentiellement identifiantes. Donc nous sommes très prudents et donc nous sommes évidemment très respectueux des droits des participants aux études. Nous sommes évidemment RGPD++. Toutes les données sont hébergées chez un hébergeur agréé de données de santé en France. Ces données sont ensuite analysées dans le cadre d'études protocolisé. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un protocole, toutes les études, si vous avez eu la curiosité d'aller jeter un œil sur notre site internet, vous avez pu voir sur les études que tous les protocoles, c'est-à-dire que la description méthodologique de l'étude est publique, bien sûr. Ça, c'est Mes Data. C'est vraiment le bloc dont on va parler aujourd'hui. Mes Soins, c'est une fonctionnalité qui est en cours de développement encore. C'est pas abouti. L'objectif de Mes Soins, c'est d'aider les patients à mieux s'orienter dans le système de soins avec un observatoire des pratiques professionnelles accessibles à tous, c'est-à-dire d'aider les patients à se rendre compte de ce que sont les pratiques dans les différentes structures de santé vers lesquelles ils sont amenés à se tourner. L'idée, c'est vraiment de rendre public un certain nombre d'informations qui ne sont pas aujourd'hui, qui ne sont pas évidentes à trouver. Quand on doit faire le choix d'un établissement de santé, c'est assez compliqué en fait de les comparer les uns aux autres. Et donc notre outil, c'est vraiment une cartographie que l'on propose pour aider les patients à mieux s'orienter. Mais encore une fois, Mes Soins, c'est vraiment encore en cours de développement. Alors nos valeurs reposent sur 4 piliers fondamentaux, très importants. Je vous l'ai dit, c'est une gouvernance associative, ce qui fait quand même la différence avec d'autres acteurs que vous connaissez, qui font aussi de la recherche ou qui proposent de faire de la recherche à partir des données issues de l'expérience des patients. Il y en a d'autres, il y a d'autres organisations qui existent. Nous, notre spécificité, c'est qu'on a une gouvernance associative par et pour les patients, c'est capital. On est administré par Rénalou et Moi Patient ne rémunère aucun acteur industriel et aucun professionnel de santé.
C'est la recherche au service des patients. La co-construction avec les patients. Tout ce que nous produisons sur Moi Patient, donc les questionnaires d'enquête, les grilles d'entretien et autres matériels d'études sont co-construits avec les associations de patients. Ce sont elles qui décident des objectifs de la recherche et des méthodologies de référence. Bien sûr, nous accompagnons les associations dans le choix de ces méthodologies-là. Nous avons des déclarations de conformité à la CNIL quand nous utilisons des méthodologies de référence. L'intérêt des patients, c'est effectivement très important. Toutes les études doivent répondre à l'intérêt des patients. Il ne s'agit pas de servir les intérêts d'autres organisations. Même si voilà, les intérêts d'autres organisations, je pense notamment aux industriels, sont très souvent convergents avec l'intérêt des patients, mais on y veille. Et c'est surtout le travail du Conseil scientifique d'intérêt des patients, pardon, le CSIP, qui est un comité qui est constitué de 16 personnes aujourd'hui, qui veille justement à ce que les études répondent bien à l'intérêt des patients. Donc, ils vérifient en fonction des questions qu'on pose, en fonction de notre protocole, si nous sommes bien dans cet objectif-là et que nous respectons ces principes de fonctionnement. Le CSIP reçoit, donc les membres du CSIP reçoivent les questionnaires, ils ont 15 jours pour donner un avis sur ces questionnaires et parfois il y a des réserves ou des questions donc, pour améliorer le questionnaire. La protection des données, je vous en ai parlé, les données sont confidentielles, sécurisées. Les participants aux études contrôlent leurs données et peuvent exercer leurs droits via leur espace personnel. Alors, la sécurisation et la protection des données, c'est un point très important qui nous a beaucoup occupé au moment de la conception de la plateforme. Maintenant, on peut dire que on a coché la case, hein, donc c'est un enjeu qui n'est pas un enjeu du quotidien pour nous, parce qu'on a maintenant une plateforme qui est robuste de ce point de vue-là. Notre outil est sécurisé pour collecter des données personnelles de patients lors de nos études. Les méthodologies de référence CNIL, je vous en ai parlé, donc nous sommes bien sûr RGPD compatibles. Notre hébergement, c'est un hébergeur agréé de données de santé, bien sûr certifié et situé en France. Et notre parcours utilisateur, il est bien défini, il est rodé, il est évolutif, c'est-à-dire que pour le coup, ça c'est quelque chose qu'on essaie d'améliorer quotidiennement pour faciliter la prise en main de l'outil par les personnes qui participent à nos études. Il faut être le plus accessible possible, que les patients puissent accéder facilement au questionnaire, y répondre sans avoir sans frein, bien sûr. Alors notre équipe, on est une petite équipe, vous le voyez, vous nous voyez tous là. Donc on a bien sûr Laurent Dimeglio. Je ne sais pas si Laurent a pu se. Laurent avait prévenu qu'il aurait un petit peu de retard. Je ne sais pas si Laurent est là, je ne le vois pas. Alors Laurent, il est président de Moi Patient. Laurent, il est au conseil d'administration de Renalou. Il est lui-même concerné par l'insuffisance rénale chronique. Il est dialysé, Laurent, depuis maintenant plusieurs années. Et donc, il préside Moi Patient depuis quelques années déjà. Moi, je suis donc responsable de Moi Patient. Alors moi, certains me connaissent. Moi, pour le dire assez vite, j'ai une expérience donc, au contact des associations de patients. J'ai travaillé pendant 10 ans au collectif interassociatif sur la santé, qui est devenu France Asso Santé, que certains connaissent. Je suis ensuite passée par Renalou, où j'ai été responsable du plaidoyer pendant 6 ans. Et donc là, voilà, j'occupe cette fonction de responsable de Moi Patient, donc en lien avec les associations de patients que je connais bien, pas toutes, bien sûr, mais voilà, on se connaît et j'échange très régulièrement avec de nombreuses associations de patients. Je vais laisser Daniela, Camille et Manuela qui sont connectés se présenter. Daniela, je te laisse la parole. Ok, bonjour à toutes et tous. Je suis Daniela Rojas Castro. Avec ces prénoms, vous imaginez bien que je ne suis pas française, mais chilienne espagnole. Et cependant, j'ai travaillé en France pendant 15 ans à Aide, puis à Coalition Plus. Donc, je viens du milieu VIH. Auparavant, j'ai travaillé en Espagne aussi dans le milieu VIH. Je suis moi-même concernée aussi par un cancer. J'étais concernée par un cancer. Et je m'occupe de tout ce qui est accompagné de ces structures à mieux comprendre comment il faut faire la recherche, pourquoi il faut la faire, pourquoi c'est important de la valoriser, etc. Et c'est à ça que j'ai dédié les derniers 25 ans de ma vie et c'est toujours avec un énorme plaisir. Voilà.
Bonjour Merci à Daniela. oui. Ouais, pardon Camille, juste avant, peut-être préciser Daniela, en effet, que tu as rejoint l'équipe de Moi Patient il y a maintenant plusieurs mois, presque un an. Daniela, elle occupe une fonction essentielle dans l'équipe de Moi Patient puisqu'elle accompagne, mais nous en reparlerons, elle accompagne les projets, bien sûr, elle les supervise, c'est très important. Daniela est scientifique, docteur en psychologie sociale, donc c'est un atout majeur. Et on accompagne les projets jusqu'à leur valorisation scientifique. On en redira un petit mot tout à l'heure parce que c'est quelque chose de finalement assez récent chez Moi Patient, des choses que nous ne faisions pas au début et qui sont très importantes pour donner de la résonance et du crédit à toute cette recherche guidée par les patients que nous accompagnons. C'est important pour les associations de patients de faire reconnaître cette expertise qui vient de l'expérience des patients. Merci Daniel. Camille, pardon. Vas-y, je te laisse la parole. Bonjour à tous, je suis Camille Toulet, donc je suis chargée de communication au sein de Moi Patient. J'ai commencé en tant qu'alternante au sein de Moi Patient il y a 3 ans pour finaliser mon master, puis après j'ai continué l'aventure après mes études. Donc je gère toute la communication au sein de Moi Patient, mais je gère également l'implémentation des questionnaires et la communication autour des études. Donc je vais travailler en étroite collaboration avec les associations pour produire une communication adaptée. Alors, certains d'entre vous connaissent Camille parce que Camille, tu as déjà accompagné un certain nombre d'associations qui ont déjà travaillé avec Moi Patient. Tu produis notamment des kits, tu proposes des kits de communication, des calendriers de publication, parce que quand on lance une étude, il faut mobiliser les communautés associatives et donc, bien sûr, il faut faire des posts sur les réseaux sociaux, il faut éventuellement proposer des posters, des flyers, des QR codes, voilà, pour qu'il y ait un maximum de répondants. Et donc, Camille, elle s'adapte vraiment à toutes les associations, à tous leurs besoins pour produire des kits de communication adaptés. Merci Camille. Manuela. Oui, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Manuela Dejean. Jeune non français, mais je vis depuis 20 ans en France et je suis d'origine Allemagne. Pour ça, un petit accent de ma part aussi. En fait, je connais Moi Patient depuis le début, depuis sa création. Et je suis assistant administratif et financière. Donc, ma fonction, c'est tous avec l'argent. Faire sortir l'argent, faire rentrer l'argent et surtout être en contact niveau de facturation avec des associations. Je suis en même moment également membre du comité des experts parce que je suis une patiente en dialyse. Ça fait 7 ans que je suis en dialyse. J'ai été greffée une fois. Donc, je suis concernée par une maladie chronique et donc le parcours, moi patient, toutes les études, je suis souvent directement concernée. Merci beaucoup Manuela. Et c'est vrai que tu as parlé du comité d'experts. On peut en dire un petit mot. On va en parler là juste après avoir parlé du comité scientifique d'intérêt des patients. Donc ce comité scientifique d'intérêt des patients, je vous en ai parlé. C'est important parce que ce comité scientifique, il est garant de la qualité méthodologique des études que nous accompagnons. Donc ce comité, il est constitué de deux collèges. Il est d'ailleurs en cours de renouvellement parce qu'il y a des personnes qui sont engagés dans ce comité scientifique d'intérêt des patients depuis le tout début. Donc, ça fait plus de 5 ans que des personnes donnent de leur temps dans ce comité. Et donc, il y a eu un certain nombre de départs. Il y a eu des personnes qui ont changé de poste et pour qui il est devenu incompatible en fait, de siéger dans ce comité. Donc, nous sommes en train de le renouveler. À date, vous avez la composition sous les yeux. Donc, on a un collège des experts / professionnels et un collège des patients proches ou aidants. Et donc, cette parité-là, elle est très importante et on a comme ça plusieurs personnalités qui s'engagent donc depuis longtemps. C'est un vrai travail puisque, comme je vous le disais, ce sont des personnes qui s'engagent à lire tous les questionnaires, tous les protocoles et à donner un avis critique sur ces éléments-là. Je vous donne juste un exemple d'un commentaire qui revient assez souvent de la part du comité scientifique d'intérêt des patients sur des projets. C'est que, évidemment, quand une association se lance sur un projet d'étude, la tentation, c'est de profiter de l'occasion pour poser beaucoup de questions et donc on peut assez vite prendre quelques libertés par rapport aux objectifs de la recherche. Le comité scientifique rappelle assez régulièrement que les questions que nous posons
elles doivent être directement en lien avec les finalités de l'étude. Voilà, il ne s'agit pas de partir dans tous les sens. Et donc, il y a un principe de minimisation des données qui est important. On recueille que ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de l'étude. Donc, c'est quelque chose qui revient assez souvent et de manière très bienveillante. Mais voilà. Et puis, il peut y avoir aussi des améliorations sur le fond, sur des questions qui peuvent nous paraître à nous évidentes, mais qui ne le sont pas, en fait. Donc, on peut reformuler, on peut regrouper des questions. Enfin, voilà, donc cet avis, il compte beaucoup. Et encore une fois, le regard de ce comité scientifique nous permet vraiment de garantir que toutes les études sont vraiment en lien avec l'intérêt des patients. Alors, peut-être à ce stade-là, dire un petit mot. C'est vrai qu'on n'a pas fait la slide parce que c'est encore en cours, mais nous sommes en train de réfléchir, de mettre en place un comité d'experts chez Moi Patient. Donc, c'est nouveau, c'est une création, un nouveau comité. Donc, des experts qui viennent de différents horizons, de très bons niveaux. Donc, des personnes, ils sont à peu près une vingtaine à avoir accepté de rejoindre notre comité d'experts qu'on va réunir courant avril pour la première fois. Ces experts vont nous aider aussi à mieux comprendre l'écosystème. Hein, ça évolue beaucoup, vous le voyez bien, tous les jours, ça bouge beaucoup. Dans la santé, il se passe des choses, plus ou moins gaies d'ailleurs, hein, plus ou moins positives, mais en tout cas qui nous permettent d'affirmer que la recherche guidée par les patients, elle est fondamentale et elle doit éclairer la décision publique en santé. Et on a besoin de ce regard d'experts qui viennent de l'économie de la santé, qui viennent du monde des data, qui viennent du monde de la recherche, du monde médical. On a besoin de comprendre aussi quelles sont les contraintes qui pèsent sur eux, leurs attentes, leurs besoins et comment ils imaginent aussi le positionnement de Moi Patient dans cet environnement-là. On a vraiment envie d'évoluer en étant très à l'écoute de ce qu'on appelle l'écosystème en santé. Et donc, c'est très important et très gratifiant que ces experts aient participé, aient accepté de participer à ce comité. Donc, on va mettre en place prochainement. Je vous l'ai dit, on est en train de renouveler également le CSIP et donc on va avoir une nouvelle formation dans peu de temps de ce comité. Alors, quelques chiffres clés pour Moi Patient. On a aujourd'hui plus de 4000 personnes qui sont inscrites à la communauté Moi Patient. Alors, la communauté Moi Patient, ce sont des personnes qui font le choix, il n'y a aucune obligation, mais quand les personnes participent à une étude, on leur propose à la fin de l'étude de rejoindre ce qu'on appelle la communauté Moi Patient. D'ailleurs, vous avez peut-être vu passer aujourd'hui, et je vous invite à y répondre, que vous soyez membre ou non de la communauté Moi Patient. On a lancé une petite enquête puisqu'on souhaite faire évoluer les services rendus à la communauté Moi Patient. Donc aujourd'hui, 4000 personnes. On peut le dire entre nous, aujourd'hui, les services que nous rendons à la communauté, on va dire qu'ils sont perfectibles. Voilà, pour le dire comme ça. On voudrait les enrichir. Et pour les enrichir, on a besoin de comprendre ce que les patients, qu'ils soient membres ou non membres, ou pas encore membres de la communauté, attendent d'une communauté, de la communauté Moi Patient. Nous, on est prêt à tout entendre et on peut essayer de développer un certain nombre de services directement utiles aux personnes qui sont membres de la communauté, donc qui font cet acte volontaire pour rejoindre cette communauté. Donc là, vous avez peut-être vu passer, on a lancé un petit questionnaire voilà, pour être inspiré des idées qui peuvent venir des membres ou non membres de la communauté. N'hésitez pas à y participer, toutes les idées sont bonnes à partager. On a travaillé à date avec environ 35 associations de patients. Alors, sur différentes aires thérapeutiques, je vous l'ai dit, Moi Patient a été créé et est aujourd'hui administré par Renalou, mais on travaille sur plein de pathologies complètement différentes les unes des autres. On a travaillé sur les maladies hémorragiques, on a travaillé sur la maladie de Verneuil, sur la migraine, sur le VIH, on a travaillé sur la transplantation d'organes, on a travaillé sur beaucoup de sujets et parfois même sur un projet, on a travaillé avec plusieurs associations de patients. Sur notre grand travail autour du VIH, on a travaillé avec plus de 12 associations impliquées sur le champ du VIH. Donc, c'est beaucoup. C'est aussi un gros travail en termes de coordination interassociative. Évidemment, vous connaissez ça. Plus on est nombreux et plus on a un travail de coordination qui est important. Mais c'est très valorisant pour nous d'avoir autant d'associations partenaires à un moment donné de nos études. Et donc, c'est des choses qu'on a envie aussi de valoriser. On a mené une quinzaine d'études. Il y en a aujourd'hui qui sont en cours, qui sont ouvertes. Donc ça aussi, c'est notre actif, c'est notre trésor. On en est très fiers de ces 15 études. Et aujourd'hui, près d'un quart de notre chiffre d'affaires est reversé aux associations. Ça, c'est important, c'est-à-dire que toutes les études,
Alors, il y a différentes modalités contractuelles avec moi patient. Je ne vais pas forcément les détailler là aujourd'hui, mais dans tous les cas, les associations sont rémunérées lorsqu'elles travaillent avec moi patient, parce qu'elles donnent du temps pour co-construire le questionnaire, elles donnent du temps pour mobiliser une communauté, la leur, qu'elles ont mis parfois des années, des dizaines d'années à constituer, à fidéliser. Ça a de la valeur et donc ça se rétribue. Et donc, voilà, on redistribue, c'est pas neutre, hein, près d'un quart de notre chiffre d'affaires aux associations qui sont les promoteurs des études. Est-ce que vous avez des questions à ce stade de la présentation? N'hésitez pas. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des demandes de précision? Non, ça vous paraît clair? Ok, très bien. Bah, écoutez, on va continuer. Alors, je vous l'ai dit, aujourd'hui, l'objectif de la présentation, bon, c'était effectivement de vous présenter d'où nous venons, ce que nous faisons, et de vous proposer une offre donc accessible aux partenaires associatifs. Alors là, je vais laisser Daniela, parce que là, c'est vraiment Daniela la pro des études, puisque c'est Daniela qui est en charge de la supervision méthodologique et scientifique des études. Daniela, je te laisse voilà, dire un petit mot des études quantitatives que nous proposons d'accompagner. Ok, je vais quand même toucher un mot aussi de toutes les choses dont on ne va pas parler ici, juste pour que vous ayez une idée de l'ampleur des choses qui sont faisables et après je reviendrai vers ces études quantitatives qu'on va proposer spécifiquement aujourd'hui. Donc, avec Magali, Camille et Manuela, on veut que vous sachiez que depuis Moi Patient, on est en train de réaliser très différents types d'études et très différents types d'activités autour de l'expérience patient. Donc, pour partir un peu de la plus éloignée dans l'imaginaire, nous sommes en train de faire de la capitalisation d'expérience. Je pense on a tous entendu ces questions de capitalisation, mais finalement, peu revient vraiment au sens de ces mots. Il y a vraiment cette question de systématiser une expérience qui peut être comment on a fait avec un médicament, comment on a mis en place une éducation thérapeutique, comment on a mis en place une étude qui était particulièrement difficile, un changement de pratique avec le corps médical, etc. Et la mettre en forme pour que d'autres personnes, d'autres pathologies, d'autres institutions puissent apprendre à faire la même chose. Donc, c'est vraiment une question de tirer les leçons d'une expérience. On sait faire ça. On fait aussi de l'accompagnement d'études qualitatives, donc des entretiens, des focus group, etc. C'est qui est une façon de faire très, très intéressant en fonction de thématiques, notamment quand on ne connaît pas trop comment il faut s'y prendre ou quand on veut savoir surtout des choses le plus croustillant, on peut dire, d'une situation et que c'est des choses que les quantitatifs n'arrivent pas à saisir d'une bonne façon. Et on fait aussi de l'évaluation des différents projets qui est différent de la capitalisation, c'est-à-dire là, on va juste regarder si un programme, une expérience a atteint ses objectifs ou pas. Et on peut donner des conseils sur ça. On fait aussi des diagnostics des associations de patients pour voir est-ce qu'elles arrivent à bien saisir leur public, est-ce qu'ils sont en train de proposer les choses qui sont les plus appropriées, notamment dans un moment de beaucoup d'évolutions thérapeutiques, politiques, etc. Et pour finir, on fait aussi des études quantitatives. Donc, les études quantitatives peuvent être énorme ou très petit. Tout va dépendre un peu de la question de la taille, est-ce que ça va être interassociatif, est-ce que c'est un sujet qu'on va travailler avec d'autres partenaires, ou on peut faire quelque chose de plus humble, mais toujours très correct et très utile. Et c'est bien ça que je vais présenter là. Donc, ce qu'aujourd'hui on en parle, c'est sur la possibilité pour vous de faire des études quantitatives qui vont vous servir pour évaluer notamment tout ce qui a à voir avec les traitements,
l'accès aux soins, la discrimination, les inégalités. Donc, c'est savoir est-ce que les patients que vous représentez subissent des problèmes d'accès aux soins? Est-ce que la pratique médicale est conforme à leurs besoins? Est-ce qu'il y a un accès correct aux médicaments? Pourquoi pas? Où il y a les freins, etc. C'est tous ces types de choses dont nous, en tant qu'association, on connaît, mais que parfois, et qu'on peut dire, on sait que telle chose arrive, mais que pour faire quelque chose de ça, parfois, les témoignages n'est pas suffisant. On est dans un moment dans lequel le fait d'avoir des données devient de plus en plus utile, et pour les instances, mais aussi pour les structures elles-mêmes, parce que c'est une façon aussi de valider notre expertise et ce qu'on entend de la part des patients. Et je ne sais pas si je suis claire sur ça, mais c'est quelque chose de très important et que parfois certaines structures peuvent avoir un peu du mal à se dire non mais on sait très bien ce qui est en train de se passer. Bah, c'est toujours un exercice super intéressant de poser la question aux autres. Et parce que ça va nous donner, soit on va trouver que c'est pas tout à fait comme ça, soit on va trouver des nuances, des solutions qui sont là et qu'éventuellement n'arrivent pas toujours que dans l'échange tête à tête. Donc, c'est ça qu'on va proposer, c'est faire des questionnaires et de les faire avec vous, enfin, les co-construire. Pour nous, ça n'a aucun sens d'arriver, enfin, ça dépend, mais ça n'a aucun sens de partir de questions qu'on sait qui ne sont pas pertinentes. On est convaincu du fait que il faut poser les bonnes questions et il faut les poser de la bonne façon. Et ça, c'est extrêmement important et malheureusement, c'est souvent négligé dans la recherche plus classique, plus académique. Ce n'est pas toujours le cas, bien évidemment, mais c'est des choses, des barrières à qui on peut se retrouver souvent. Donc, l'idée, c'est vraiment d'arriver à construire un objet, une question de recherche avec vous. Enfin, qu'est-ce que vous voulez savoir? Magali l'évoquait avant. Parfois, on a les risques quand on va évaluer ou passer des questionnaires, on a la tentation de, puisqu'on va poser des questions, on pose toutes les questions et ça nuit à l'objet. Il faut cibler d'abord qu'est-ce qu'on veut savoir, pourquoi, dans quel objectif, pour améliorer un service, pour faire du plaidoyer, peu importe. Et pour cela, il y a tout un mouvement cette dernière année sur la question des PREMS et PROMS. Je ne sais pas si je les dis bien parce que je les prononce toujours. Bon. Et en fait, ce n'est que des enquêtes, des questionnaires sur comment ça se passe pour les patients. Hein. C'est très joliment dit les PREMS, PROMS, mais c'est un peu la nouvelle façon d'appeler tout ce qu'on fait déjà avec les patients. Et qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces données? Ben, on va produire de la donnée de qualité, des données robustes qui vont permettre d'améliorer la qualité de vie des patients, qui est, je pense, l'intérêt de nous tous, toutes aujourd'hui ici. Tu passes, Magali? Est-ce que tu veux continuer ou je peux faire un peu la partie sur la prochaine slide? Juste vous dire qu'il y a des choses que nous, on va accompagner. Non, avance, Magali. Je ne dirais pas tout ça, mais pour moi, il y a vraiment une question sur le. Mais je veux parler plus de questions méthodologiques, ces questions de les limites des questions, par exemple. On ne va pas faire une proposition, on ne va pas vous dire, on ne va pas faire plus de 20 questions. C'est que nous, on veut, c'est savoir avec vous, en fonction de votre objectif, si on aura besoin d'un questionnaire plus grand ou plus petit. Et c'est sur ça que je veux pouvoir apporter un expertise pour vous dire, voilà, si vous voulez faire ça, le mieux, c'est 5 questions. Si vous voulez faire ça, il nous faut 120. Peu importe, c'est ça. Et ce qu'on fera depuis Moi Patient, c'est vous accompagner sur la partie co-construction, les tests de questionnaire, superviser le premier analyse et les résultats. Bien évidemment, à partir de la plateforme, de la question des aspects réglementaires. Et bon, je laisse ça présenter plutôt Camille, qui est aussi la partie communication, etc.
Oui, alors avant d'enchaîner, pardon Camille, pour insister sur un point que tu as évoqué, Daniela, parce que c'est très important de qu'est-ce qu'on fait des données. Mais qu'est-ce qu'on fait des données? Vous le savez mieux que personne, vous, association de patients, c'est que vous avez besoin de données, et vous en produisez d'ailleurs, hein, selon différents moyens, pour étayer votre plaidoyer, pour renforcer la portée de vos messages, pour être audible. Vous le voyez bien, on nous en demande de plus en plus. Les associations de patients doivent produire des données quand elles contribuent à l'évaluation d'un produit de santé au niveau de la HAS, quand elles vont interagir avec des acteurs institutionnels, politiques. Elles ont besoin de données pour objectiver une situation, pour démontrer l'existence d'une problématique ou l'émergence d'une problématique. Et donc ces données, elles doivent servir, et elles servent dans les faits, hein, on s'en est rendu compte à travers les études qu'on a accompagnées, elles servent le plaidoyer des assos. Donc ça, c'est important, et c'est un autre métier, c'est-à-dire que nous, on se positionne sur le segment recherche, et c'est déjà du boulot, c'est-à-dire que produire une recherche de qualité fondée sur l'expérience des patients. Quand je dis c'est du travail, c'est à la fois du travail de supervision méthodologique, scientifique, mais il y a un vrai travail de reconnaissance. Vous le savez, ça fait des années que les associations de patients se battent pour ça. Nous avons besoin de faire reconnaître les études issues de l'expérience des patients. On a un problème, on a un déficit de crédibilité, de reconnaissance de la part des acteurs institutionnels quand on produit des données issues de l'expérience des patients, des données de qualité de vie, des données. Voilà, on est toujours un peu challengé sur la robustesse des données, sur la valeur scientifique de ces données. Il faut que ça cesse, mais c'est à nous de faire nos preuves. Et c'est ce que fait Moi Patient. Enfin, Moi Patient essaye de contribuer justement à faire que cette expérience de patient devienne expertise et devienne en fait recherche scientifique. Et pour ça, il n'y a pas d'autre solution. On peut tourner le problème dans tous les sens, c'est ce qu'on fait depuis longtemps. La conclusion que nous avons tirée, c'est qu'il faut publier dans les revues scientifiques, il faut faire des présentations orales dans les congrès scientifiques, en anglais, en français, il faut soumettre des abstracts, et c'est comme ça qu'on gagnera de la crédibilité. C'est coûteux, c'est du temps, c'est de l'investissement, c'est pas forcément ce qu'ont l'habitude de faire les associations de patients, mais c'est l'avenir de notre point de vue, hein, de la mobilisation associative. Donc cette recherche-là, elle doit servir le plaidoyer. Et le plaidoyer, bah, c'est vous. Là, pour le coup, c'est vous, une fois que les données sont produites, dans l'épure de la rigueur méthodologique et scientifique, c'est à vous de jouer à ce moment-là, et c'est ce qu'ont fait toutes les associations qui ont travaillé avec Moi Patient. Elles se sont bien sûr appropriées ces données, et elles ont fait un événement, un webinaire, un rassemblement avec des partenaires institutionnels. Elles ont publié aussi, indépendamment de la valorisation scientifique, il y a aussi beaucoup de choses à faire, hein. On peut faire de la communication autour de ces données, c'est très important. Et donc ça, c'est vraiment un travail ensuite qui est celui du travail de plaidoyer des revendications collectives de l'association. Ouais, Daniela, je te laisse compléter si tu veux. Oui, non, c'est très juste ce que tu dis, Magali, et juste dire que là, on a l'avantage, enfin, moi, c'est que je peux apporter de façon très personnelle, hein, c'est l'expérience aussi du milieu VIH qui a été une pathologie qui était exemplaire sur cette question, justement, de faire de la recherche et de se faire reconnaître comme acteur en capacité de produire des données, de publier, etc. Et que c'est quelque chose on peut apprendre, enfin, qui peut être capitalisé, comme je disais au début, vers d'autres acteurs. Donc, c'est un savoir-faire que nous, on peut offrir. Et on a l'habitude de travailler avec les plaideurs et les plaideuses. Et on a aussi l'habitude de travailler avec les médecins. On a l'habitude de travailler avec des services communautaires. Donc, il aura toujours dans cet accompagnement qu'on fera cette question de savoir très bien et de connaître très bien pourquoi vous êtes en train de le faire. Et ça fait que les études soient toujours pas un peu, assez originales par rapport à ce qui est les autres types de recherches. Mais comme le disait Magali, c'est qu'il y a parfois un péché de notre milieu parce qu'on n'a pas non plus le temps, les moyens, etc. C'est la question de la valorisation. En fait, ça suffit pas.
faire une étude, ça ne suffit pas. Il faut après l'écrire, le présenter. En fait, pour beaucoup d'entre nous qui avons un profil recherche, le travail commence après la collecte des données. C'est là le début. Donc voilà, c'est dans tout cet accompagnement qu'on peut réaliser. Voilà. Merci Daniela. Donc on en était donc à cette slide. Je vais là, pardon. Oula, je voudrais pas. Voilà. Sur cette slide. Donc, en effet, cette offre-là que nous vous proposons, donc je vous l'ai dit, elle est exclusivement dédiée aux assos de patients, c'est-à-dire qu'elle est calculée au plus juste, parce que notre souhait, c'est vraiment d'être accessible, que l'argent ne soit pas un frein pour les associations de patients. Juste pour donner quelques détails sur la valorisation scientifique, on vous l'a dit, accroître la visibilité nationale et internationale, la reconnaissance dans le monde de la recherche guidée par les patients, il y a beaucoup à faire. Il y a tout à conquérir. Même s'il y a eu de la publication, ça reste compliqué, par exemple, de publier des études quali. Et ça reste de toute manière compliqué de faire reconnaître l'expertise des patients. Ça reste compliqué. Donc, on a besoin d'une alliance, en fait. Il faut qu'on soit plusieurs à faire ça. C'est pour ça que nous, on travaille sur différentes études, différentes associations de patients sur plein de thèmes. Et tout ça va nous permettre de converger vers cet objectif de valorisation de l'expérience des patients. Je ne dis pas qu'on a l'apanage, qu'on est les seuls à le faire, mais nous, c'est vraiment, ça nous guide et on a investi des ressources pour mener à bien ce projet-là. Aider à la prise de décision, accompagner les politiques de santé et les pratiques professionnelles. Pas important, les pratiques professionnelles. Daniela, tout à l'heure, parlait de PROMS et PROMS. Effectivement, c'est des questionnaires que vous connaissez qui ont pour objectif, alors, elles l'atteignent ne l'atteignent-elles pas, c'est la question, mais en tout cas, l'objectif des PROMS et des PROMS, c'est bien de modifier les pratiques professionnelles pour améliorer la qualité de la prise en charge des patients. C'est fait pour ça, ces questionnaires-là. Et là, vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple, on a répondu à un appel à projet lancé par l'INCa autour des séquelles du cancer, des lymphomes en particulier. On a déposé un projet avec un gros CHU et une association de patients pour aller vers la production d'un PROMS, justement. Mais d'un PROMS, pas n'importe quel PROMS, pas le PROMS qu'on est allé chercher aux US, qui a été publié, standardisé. Non, un PROMS qu'on va co-construire au regard des besoins des professionnels de santé et des patients. Et donc, il y a tout un travail amont, avant la production du PROMS, pour savoir ce qui compte aujourd'hui, pour les patients d'aujourd'hui, autour de la prise en charge des séquelles dans le champ du lymphome. Et les besoins d'aujourd'hui ne sont pas les besoins d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans. Donc, c'est hyper important de mettre à jour cette connaissance-là. Donc, cette valorisation, Daniela, je te laisse en dire un mot. On en a parlé un petit peu, mais peut-être redire un peu plus précisément ce que sont ces différents types de valos. Oui, en fait, on peut faire beaucoup de choses. D'un côté, il y a une question de visibilité dans les conférences nationales ou internationales. Donc, c'est important d'envoyer des abstracts pour donner de la visibilité au milieu associatif qui est souvent pas très présent. Donc là, la question, c'est d'envoyer les meilleurs abstracts possibles pour essayer d'avoir des communications orales au lieu de posters. Mais bon, même un poster, c'est très bien aussi. Mais en tout cas, pour nous, ce qui est très important, c'est le fait de participer de cette arène scientifique et d'avoir un discours différent à porter que le purement médical ou académique. C'est faire partie de ces milieux avec un point de vue patient. Et pour cela, la porte d'entrée, c'est avoir un poster ou une communication orale. Et je vous assure que la vision que les autres vont avoir, les autres professionnels et les institutions qui vont avoir des grosses structures change radicalement. Qu'on en a présenté, on a eu des choses qui sont retenues. Donc ça, c'est une possibilité. L'autre, c'est la question des séminaires, c'est organiser soit des webinaires, soit des réunions publiques, peu importe, pour présenter ces données et qui peut être extrêmement ciblé justement en fonction de quels sont vos objectifs, pourquoi on a fait une étude ou pas. Il y a des choses qui peuvent être beaucoup plus intéressantes pour les patients, d'autres qui peuvent être très intéressantes pour la HAS, enfin, je ne sais pas. Ça va dépendre vraiment de votre agenda et de l'objectif de l'étude. Puis après, on a bien évidemment les articles. Donc, concernant les papiers, et
On vit dans un monde globalisé, très anglophone. Donc, il y a aussi des choix à faire en fonction, encore une fois, de vos objectifs et des sujets de questionnaire. Il faut prendre des décisions sur est-ce qu'on veut faire un papier dans une revue française ou est-ce qu'on veut faire un papier dans une revue anglophone, en sachant que l'impact n'est pas le même. Il y a toujours une question politique dans cette décision de où on va publier. Et sachant que les papiers ne sont pas toujours les papiers dont on a toute la représentation dans lesquels on va raconter un essai randomisé énorme avec du bras, etc. Il y a des papiers, par exemple, qui sont parfois des debates, débats, ou soit une opinion. Donc, il y a des formats qui peuvent être plus pertinents pour le travail qu'on a fait et pour le message qu'on veut porter. Et, euh, et sur ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut décider avec vous et vous expliquer quelles sont les possibilités pour faire une valorisation dans une revue à comité de lecture. Parce qu'en tout cas, si on vous demande si vous avez publié, c'est ça que je veux savoir. Est-ce que ça a été publié dans une revue à comité de lecture, si possible, en anglais? Et après, ça dépend. Hein. Parfois, il peut y avoir des enjeux extrêmement français et il vaut mieux publier en français et on s'en fout de la publication anglophone. Mais c'est tout cet accompagnement-là qui peut être réalisé. Merci Daniela. Alors là, on vous a mis une slide sur la valorisation scientifique qu'on a déjà faite. Ça, c'est assez récent. C'était au congrès de la SLFS 2024 sur ces études qu'on a faites accompagnées dans le champ du VIH. Donc, c'est des exemples de posters hein, qu'on a produits pour valoriser les résultats des études autour des personnes qui vieillissent avec le VIH. Voilà. Donc, 3 posters sur des différents angles d'analyse de l'étude. Donc, on est très fiers. Je le dis en toute humilité, je l'ai redit tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure déjà, mais c'est quelque chose de nouveau qu'on fait vraiment sous l'impulsion de Daniela qui est là depuis un petit peu moins d'1 an. Et c'est quelque chose qu'on veut vraiment intensifier. Voilà. Donc, on veut multiplier ce genre d'illustration à l'avenir. Voilà, alors pourquoi collaborer avec Moi Patient? Quel est votre intérêt à vous de collaborer avec nous? Bien, on l'a dit, c'est la reconnaissance et la promotion de l'expérience patient comme levier de changement. On y croit vraiment dur comme fer. On tente tous, hein, vous le savez, moi je l'ai fait aussi en tant que responsable du plaidoyer. Il y a beaucoup de leviers hein, pour le plaidoyer, pour faire entendre la voix des patients. On pense que l'expérience des patients, c'est capital. C'était la conviction de Renalou en 2016 lorsqu'on a répondu à cet appel à projet et qu'on a été lauréat de cet appel à projet pour développer la plateforme. À l'époque, d'ailleurs, le projet Moi Patient a été reconnu comme le projet le plus innovant et le plus prometteur dans le champ de la démocratie en santé, hein, à l'époque de cet appel à projet. Donc, voilà, on a reçu, et c'est pas neutre, la confiance des pouvoirs publics qui nous ont soutenus quand même pendant 5 ans sur le développement de cette plateforme. Ça veut dire qu'on a la confiance et il y a un intérêt aussi politique et stratégique à développer cet outil-là. C'est la reconnaissance de la valeur de la contribution des associations de patients. C'est effectivement très important. Les données sont importantes, mais le travail associatif ne l'est pas moins. Donc, le travail associatif, on doit le valoriser. On sait que c'est dur. On sait qu'il y a beaucoup d'associations qui souffrent beaucoup en ce moment. Et c'est peut-être pas fini vu l'ambiance. Donc, on a aussi intérêt à faire reconnaître la valeur de travail associatif. Et le travail associatif, c'est aussi mobiliser les communautés, faire en sorte que les patients des communautés associatives s'approprient les sujets de recherche, y participent. Et ça, c'est aussi des atouts pour mobiliser et dynamiser une communauté associative. Bien sûr, on l'a dit, on rétribue parce que ça a de la valeur et donc ça se rémunère. C'est accéder à des résultats permettant de comprendre les besoins évolutifs de leur communauté. Je vous donne un exemple. On accompagne aujourd'hui une association, c'est en cours, le travail est en cours, qui se pose des questions sur est-ce que ce que je propose aujourd'hui est totalement, en tout point, adapté aux besoins de ma communauté.
la question se pose, effectivement. En tout cas, cette association, elle est ancienne, elle se renouvelle, hein, voilà, elle propose de nouveaux services, elle y réfléchit, voilà. Mais bien sûr, bah, comme dans toute organisation, la communauté, elle évolue, les patients changent, les maladies changent, se chronicisent, de nouveaux traitements arrivent, ce qui peut changer le parcours de soins, les attentes des patients. Ça peut avoir aussi un impact sur les proches qui évoluent, sur la famille, sur l'inclusion au travail, le maintien dans l'emploi. Les choses changent et les attentes des patients, vous le savez, hein, ce sont des attentes sociétales, comme toutes les attentes des citoyens, bah, elles changent. Et donc, cette association se pose cette question, est-ce que ce que je fais est complètement voilà, en adéquation avec ce qu'attendent les malades. Et donc, elle fait un travail, mais vraiment d'ouverture. Ça veut dire qu'en amont, il y a quand même déjà un travail de préparation mentale à se dire peut-être que ce que je vais obtenir de cette recherche ne va pas complètement me plaire, mais j'accepte de l'entendre pour faire éventuellement évoluer mon offre et ma façon de travailler. Et donc, on fait tout ce travail-là. Ça a commencé par une revue de littérature sur ce qui se fait dans cette ère thérapeutique par les associations de patients. Du Cali. Hein, Daniela est en train de mener des entretiens avec notamment des médecins qui ont aussi beaucoup à dire sur ce que représente l'association, sur voilà, ce qu'il se représente de ce qu'est cette association, auprès des patients bien sûr, et aussi un Canti. Donc, si vous avez la curiosité, vous pouvez voir l'étude est lancée, elle est en ligne. Donc, vous verrez de quelle association il s'agit. Mais effectivement, donc, une association qui s'ouvre aux propositions des uns et des autres pour faire évoluer, ou en tout cas se poser des questions sur son offre. Donc, on adore ce travail-là, c'est un travail passionnant, c'est assez nouveau, on ne le faisait pas, c'est assez nouveau, assez original. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que, bon, bien sûr, je vous invite à aller sur le site de Moi Patient, mais le site de Moi Patient, on va le refondre cette année. Hein, c'est notre souhait parce que tout ce qu'on est en train de vous expliquer, en fait, il n'est pas décrit sur le site de Moi Patient. Le site de Moi Patient, il commence à être un peu ancien. On a besoin de le renouveler, on a besoin de montrer ce qu'on fait, de valoriser tout ce qu'on fait. On vous a parlé voilà, de la mixité des méthodologies qu'on propose. Aujourd'hui, notre site ne rend pas hommage à cette diversité, donc on veut vraiment y remédier. Donc, voilà. Et puis, bien sûr, on l'a dit, c'est l'appui au plaidoyer associatif. Hein. Notre souhait, c'est vraiment d'aider les associations à renforcer leur position, à ce qu'elles soient solides sur leurs appuis quand elles vont interagir avec les politiques, avec les institutionnels, voire avec les industriels. Il faut qu'elles aient des données robustes et pas seulement une collection de témoignages. Voilà, on a beaucoup parlé. Je vous remercie beaucoup. Je vais fermer le partage d'écran pour qu'on puisse se voir. Voilà, voilà. Je vais faire une capture d'écran, comme ça je vous aurai en photo, si vous voulez bien, comme ça on fera sur un petit post. Je vais le faire là. Voilà. Voilà, c'est bon. Et je vous laisse la parole. Voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de vous exprimer. Est-ce que ça vous parle, ça vous parle pas? Est-ce que c'est un truc que vous connaissiez déjà? Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous auriez envie? Est-ce que ça vous donne des idées, d'études? Voilà. Est-ce que ça vous donnerait envie, dans l'absolu, hein, on ne va pas signer de contrat à la fin de la session, hein, mais est-ce que ça vous donnerait envie de travailler avec Moi Patient? Et vous avez le droit de dire non, hein, il n'y a pas de problème. Pas très positif, Daniela, quand même, là. Bon, peut-être, peut-être. Non, mais c'est super difficile de s'exprimer comme ça. Est-ce que vous auriez envie de? Évidemment, évidemment, c'est intéressant de. Voilà, quoi. D'après, que dire d'autre que ça? Enfin, moi, je ne sais pas trop, quoi, mais. Alors, Catherine, vous pouvez nous dire qui vous Oui, bien sûr, représentez? bien sûr. Moi, je ne suis pas dans la maladie chronique. J'ai été victime d'une rupture d'anévrisme il y a 4 ans. Donc, c'est une rupture biographique, en fait. Hein, l'idée, c'est ça. J'avais un pronostic vital qui était extrêmement engagé. Et il se trouve que les dieux en avaient décidé autrement, parce que j'ai quasiment tout récupéré. Et je suis dans le parcours un centre de réadaptation qui s'appelle ARPAC, qui est une association
qui porte un centre expérimental qui est unique en France, en fait, pour les gens qui sont en cérébrolésion acquise. D'accord. Donc, ce n'est pas uniquement AVC, on a aussi traumatisme crânien, tumeur au cerveau, etc. Et c'est un centre qui est assez formidable et qui existe, qui est à Lyon, et qui est pris en charge par la métropole et l'ARS, et qui permet aux gens qui sortent d'un parcours hospitalier d'aller faire alors des programmes de 4 semaines, 8 semaines, ça fait en fonction d'eux, avec art-thérapie, neuropsy, psychomotricien, etc., etc., etc. Enfin, l'idée, c'est d'aborder les choses un peu compliquées, c'est-à-dire que oui, on est vivant, mais non, on ne va pas bien. Et donc, comment est-ce qu'on redevient autonome dans sa vie, etc. Il se trouve que moi, je ne peux plus exercer ma profession d'avant, mais que j'en ai profité pour tout recommencer à zéro. J'ai été acceptée, j'ai eu la chance d'avoir été acceptée au DU à l'UDP Sorbonne de formation à l'éducation thérapeutique de patients. Donc, j'ai fait ce DU-là, à la suite de quoi j'ai enchaîné avec une masterclass sur la participation des patients dans la recherche, à laquelle ont participé d'ailleurs Manuela qui est là, Emmanuel qui est là, Yannick que j'ai vu aussi qui est là aujourd'hui. Et l'idée, c'est que cette association ce centre expérimental ARPAC a été créé par une association et qu'aujourd'hui, cette association a été ouverte aux patients et qu'on nous demande à nous, en tant que patients, de la faire vivre et de la remplir. Alors, avec quoi, pour faire quoi donc, comme c'est des gens qui ont été cérébrolisés, c'est un peu lent et compliqué de faire marcher tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la recherche. Donc, en parallèle de cela, je fais partie d'un comité de pilotage d'un laboratoire de recherche en santé publique qui s'appelle Reshape et qui est le laboratoire qui évalue cette ARPAC. Et moi, aujourd'hui, ce que j'ai appris avec ce webinaire, je vous en remercie, c'est que la première question qu'on doit se poser, c'est quel est notre plaidoyer voilà, quoi, avant de commencer à proposer tout et n'importe quoi à notre association, c'est quel est notre plaidoyer. Et, et voilà. Donc, merci beaucoup pour cette question, parce que je pense que ça fait partie des fondamentaux et que, après, je pense qu'il est intéressant de faire appel à moi patient et d'aller sur cette plateforme, effectivement, pour mettre en place des questionnaires. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et Merci. merci à Manuela d'avoir été Oui, c'est Manuela, je crois, oui, qui a fait la boucle. Ouais, c'est Manuela. Donc, merci Manuela voilà. Merci beaucoup, Voilà. Catherine. Je vois Jalini. Tu as levé la main, Jalini. Je t'en prie. Oui, merci beaucoup Magali. Moi j'ai une petite question. Oui, donc Jalini Rouvière, je fais partie de l'association AIDA, qui est une association qui accompagne les jeunes atteints de cancer entre 15 et 30 ans, donc adolescents et jeunes adultes. Ce qui est intéressant aussi chez nous, c'est qu'on a beaucoup de bénévoles du même âge. Et donc les besoins on va dire, de recherche. Nous, on n'est pas trop mobilisés sur le volet recherche, même si on développe, on a développé des enquêtes par le passé, plutôt de sciences humaines, sur le volet à la fois patient, mais aussi bénévoles, c'est-à-dire jeunes qui sont pas atteints de... Parce on a un gros vivier de bénévoles qui sont pas des patients, et ça, c'est extrêmement intéressant aussi, c'est de voir comment l'engagement peut changer le rapport à la prévention et puis à la santé. Moi, j'avais une question sur le budget que tu as présenté, Magali. Les 10 000 euros, c'est si une association veut faire une enquête en propre, c'est ça? Et par contre, si c'est un labo, c'est pas les mêmes budgets, mais l'association est rémunérée avec le budget du labo. Oui, alors, les 10 500, c'est vraiment si une association vient vers nous avec un projet. C'est à cette association qu'on proposera ce budget-là. Ça n'exclut pas, comme je disais, que si elle ne les a pas, les 10 000 euros, eh bien, on peut aller aider à les chercher. Mais c'est vraiment dans le cas où une association s'approcherait de nous. Si on a un labo qui vient vers nous, déjà, les labos, on leur propose autre chose que ce que je vous ai décrit. On leur propose des méthodologies, même indépendamment du prix. C'est-à-dire qu'on leur propose assez souvent des méthodologies plus complexes, du travail de coordination plus. Voilà, donc c'est pas le même projet de toute manière qu'on proposera au labo.
Mais non, non, en effet, ces budgets-là, c'est à la condition que ce soit une association qui vienne à nous. Et puis, si ça peut être, on peut discuter, c'est-à-dire que si on se rend compte en discutant avec l'association qu'en fait, le projet, il nécessite autre chose que ce qu'on vient de décrire. C'est-à-dire que si, comme le disait Daniela, il y a des choses plus fines, des parcours biographiques, des choses qui sont plus fines et qu'on ne peut pas capturer avec un quanti, qui Oui, nécessite qu'on fasse 30 ou 50 entretiens, on bascule sur autre chose. Enfin, voilà, ok. notre idée, c'est voilà. Mais voilà, ça peut être le début d'une discussion sur une méthodologie de recherche. Ouais. Je ne sais pas si je réponds à ta question complètement. Si, c'est très clair, c'était ça ma question. Ok. Et sur le volet recrutement, vous avez déjà des bases enfin, qui se sont, je pense, qui ont évolué avec le temps. Vous avez des bases de patients ou de grand public déjà. En fait, j'ai loupé le début de la présentation, donc je ne Ok, sais pas si tu en bah as oui, parlé. oui. Alors on a dans la communauté Moi Patient, c'est-à-dire des personnes qu'on peut Oui, ressolliciter, on a 4000 personnes. ok. Donc en fait, les communautés, alors il y a deux enjeux quand on parle de recrutement. Il y a l'enjeu en termes de communication, c'est-à-dire bien sûr, on veut plus on a de répondants, mieux c'est. Voilà, c'est sûr. Et puis il y a l'enjeu scientifique, c'est-à-dire que en réalité, pour avoir une validité scientifique, on n'est pas obligé d'avoir 2000 répondants. Loin de là. Loin de là. Et d'ailleurs, tous les conseillers, les méthodologistes disent, voilà, enfin, ça dépend en tout cas de la population cible, du nombre de patients concernés par la population cible, mais déjà avec 150 à 300 répondants sur une étude, on peut déjà produire des données de qualité scientifiques et méthodologiques. C'est Ah oui, statistique. ça, je te disais, c'était plutôt en termes de profil que de nombre. Voilà, ça dépend, je suppose, aussi des enquêtes que vous avez pu faire par le passé, Bien mais sûr, bien sûr. voilà. Alors, sur le quanti, c'est plus compliqué parce qu'on ne peut pas faire de. Enfin, les critères de recrutement, ils sont plus compliqués sur un quanti. Sur un quali, on définit très strictement les critères de recrutement sur un quali. On veut X femmes, X hommes, on veut X proches, on veut X Mm. soignants, on veut X personnes qui viennent de zones rurales, les âges, les CSP, voilà, les codes postaux. On peut faire ça quand on fait du quali. Le quanti, c'est moins évident, mais par contre, avec un quanti, on peut faire du tri après qui nous permet de dégager des tendances selon le croisement pertinent qu'on décide de faire, quoi. Ok. Oui, et on peut mettre des critères d'inclusion, hein. Enfin, il y a Et des on peut gens qui mettre des peuvent critères rejecter d'inclusion. dès le début. Oui, oui, ça, c'est très clair aussi. Oui, c'était sur la base que vous aviez déjà, ok, très bien. On a notre base, mais notre base, il faut qu'elle croisse, hein. Enfin, je veux dire, Oui, voilà, oui, bien sûr. on a 4000 membres de la communauté, ça ne suffit pas. C'est aussi pour ça que ce travail autour de la communauté qu'on a lancé aujourd'hui, voilà, comment mieux, enfin, rendre de meilleurs services à la communauté, il est important parce qu'il ne s'agit pas d'inscrire des gens dans une communauté juste pour leur envoyer des mails de temps en temps quand il y a une étude qui sort. Il faut qu'on propose des services à cette communauté. Et donc, c'est pour ça qu'on veut la faire grandir, on veut la faire croître, mais on veut surtout l'enrichir, hein. C'est vraiment l'objectif, quoi. Mm, très bien. Merci. Manuela. Oui, Non, oui, si, Manuela, pardon. Ouais. oui, merci. Je voulais juste partager avec vous un petit peu mon expérience, moi, patient, que j'ai moi-même comme patient, parce que je suis très active dans l'accompagnement avec des patients, surtout des patients en dialyse. Et des études de moi patient, en fait, ça m'accompagne régulièrement et de faire sortir les patients de leur solitude, de leur donner un peu des informations des autres qui se sentent beaucoup moins toutes seules et pour que eux ils trouvent un peu la communauté et que le fardeau, elle vient un peu beaucoup mieux vivable, je voulais dire. En fait, on a souvent des patients j'anime chaque semaine une réunion, une visio avec un groupe de patients entre 20 et 30 personnes qui arrivent parfois dans un état complètement en colère. Et en fait, dès que je sors aussi un peu une étude, par exemple, les effets secondaires des anti-régés pour les personnes en greffe, ou aussi pour les personnes qui attendent une greffe, ou les migraineuses. En fait, on a plein de résultats et ça peut m'aider à voir ensemble avec les patients pour voir avec eux qu'ils ne sont pas seuls et que certains effets, ils sont tout à fait normaux.
ou qu'ils peuvent parler de ça avec leur médecin. Donc, c'est vraiment sur le chemin patient-patient. C'est le vécu, elle est beaucoup plus... moi, j'arrive beaucoup mieux à parler avec d'autres patients parce que moi, je suis un patient, je suis dans moi patient et en fait, c'est de patient au patient. C'est une on transmet les informations sur le même point de vue, je veux le dire, parce que ce que je dis, moi, j'ai vécu moi-même. Et c'est jamais un médecin qui a vécu ça. Donc voilà, c'était juste mon expérience personnelle. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Merci Manuela. Carole, Oui, Magali, on a discuté au ouais. téléphone, je suis encore plus confuse. Mais j'ai une première question avant. Quand vous dites le travail de coordination interassociatif est exclu, tu veux dire des enquêtes qui seraient faites avec à plusieurs Ouais, c'est associations, ça, c'est ça? c'est D'accord, ça. Ouais, tout à fait. d'accord. Alors oui, je suis confuse parce que nous, on existe depuis 24 ans et notre travail pour faire comprendre notre pathologie, c'est la fibromyalgie. Ça a été justement de s'appuyer sur des enquêtes quand on a très vite compris dans les institutions qu'on ne nous croyait pas si on ne disait pas avec des chiffres le nombre de personnes concernées par une problématique précise. Et on a eu des enquêtes qui ont donné lieu à des publications avec des chercheurs. Donc, je découvre en fait que, que c'est pas si mal. Et, mais là, en conclusion, en ayant bien écouté tout, je me dis finalement, nous, on en est au stade où on devrait faire un questionnaire à destination des médecins et des professionnels de santé, parce que j'ai le sentiment, plus on avance dans la reconnaissance de la fibromyalgie, qui n'est plus à mettre en doute, on est bien une maladie reconnue, etc. Et plus on avance, et plus dans la compréhension du corps médical et dans le contact avec le corps médical, plus eux reculent. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, mais merci Carole d'adresser le sujet parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais bien sûr, et on le fait sur différentes études, les questionnaires quanti ou même les grilles d'entretien quali, euh, on prévoit très souvent des miroirs soignants. C'est-à-dire qu'il y a des questionnaires, nos questionnaires peuvent prévoir des questions pour les soignants. Et d'ailleurs, quand on regarde et quand on compare les données, c'est super intéressant parce que les constats peuvent varier sur des problématiques, sur les mêmes problématiques. C'est pas les mêmes représentations, c'est pas les mêmes positions. On le voit par exemple sur l'étude qu'on a faite avec Action Patient. Action Patient, on a fait une première étude sur l'évolution de la qualité de la prise en charge à l'hôpital sur les 12 derniers mois. On a interrogé les patients et les soignants. Et en fait, on voit que les avis des soignants, enfin, le bilan des données soignants est beaucoup plus sombre que le bilan patient. Pourquoi? Parce que les soignants, ils voient des trucs que les patients ne voient pas. Ils voient les chances à côté desquelles les patients passent, que les patients ne voient pas, dont les patients n'ont pas conscience. Et donc, c'est extrêmement intéressant de faire miroiter les résultats patients-soignants. Donc oui, oui, Carole, je te rejoins. Alors, oui. En plus sur des pathologies dont la reconnaissance est récente, ou alors quand il n'y a pas de recommandation de bonne pratique, qu'il peut y avoir des pratiques très divergentes, très hétérogènes. C'est hyper intéressant d'aller enquêter le point de vue soignant. Ça, c'est sûr. Mm. Tu permets d'expliquer pourquoi ça m'est venu à l'esprit. C'est qu'actuellement, je suis patient expert à la Haute Autorité de Santé sur la prise en charge de la fibromyalgie. On va publier des recommandations. Et je ne peux pas dire le contenu de ce travail, mais c'est une évidence que quand il va être publié, nous, on va être confrontés à la difficulté d'être compris par le corps médical. J'en suis convaincue. Ça va être très compliqué parce que une enquête rapidement après la publication serait bienvenue. J'en suis convaincue maintenant. On n'en a pas parlé de ça, mais ça me vient aujourd'hui en écoutant sagement tout ce que vous avez dit. Et ben voilà, Merci, ça Carole. donne une belle On en idée. Oui. reparlera. Ouais. Mm. Peut-être, Eric, pardon, je vois que tu vas bientôt nous quitter. Alors, tu as le temps de prendre la parole quand même? Oui, Ça si t'est vous arrivé? m'entendez là, Oui, vous oui, on t'entend très m'entendez? bien. Ouais. Bon. Oui, simplement, moi je voulais faire deux remarques. Premièrement, j'ai eu l'occasion de travailler avec moi patient sur plusieurs études hein, et c'est vraiment très structuré, ça marche très bien avec des résultats qui sont vraiment très strong. Après, des idées, moi j'en ai plein. Le tout est de mettre dans ma tête bien les idées,
J'en ai plusieurs hein, sur les. Moi, je ne me suis pas présenté. Hein. Je suis le président de l'association Transhépat des greffés du foie. Et donc. Alors, on est en train de te perdre, Eric. Aïe. Aïe, aïe, aïe. On t'entend plus, Eric. On t'entend plus. Bon, bah écoute, reprends la parole dès que tu le peux. Parce que là, on t'a perdu. On- Bon, en attendant, je crois qu'on a dans le chat, on a une petite discussion, je crois. Ah oui, j'avais pas vu le chat. Oui, c'est par rapport à ce que Carole disait, enfin, je pense qu'il y a vraiment cette question qu'il ne faut pas se dire que parce qu'on est patient et on parle d'une expérience patient qu'on fait qu'avec les patients. Du tout. Il faut faire avec le personnel soignant et de la même façon qu'on prône qu'il faut faire avec les patients parce qu'il faut qu'ils s'adhèrent, qu'ils se comprennent, etc. Il faut faire avec le personnel soignant pour les mêmes raisons, pour qu'ils voient qu'est-ce qui est en train qu'est-ce qu'on se questionne, qu'est-ce qu'on veut savoir, et éventuellement commencer à anticiper les résultats pour évaluer qu'il y aura des changements de pratiques éventuellement à réaliser. Donc, c'est super important, c'est juste ça. Eric, est-ce que tu nous entends? Non. Bon, bah écoutez. Non, je En crois tout que ça s'est cas, déconnecté. Hein. oui, il s'est Mm. déconnecté en effet. Dommage. Dommage parce qu'il disait qu'il avait plein d'idées. Mais on reprendra la discussion avec Eric plus tard. Ok, bah écoutez, est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, de toute manière, on est bien sûr, vous l'avez compris, à votre disposition si vous avez envie de parler d'idées, même à l'état vraiment à un stade très exploratoire. Nous, on est à l'écoute. Alors, ce qu'on ne vous a pas dit aussi, c'est que il peut nous arriver de venir vers vous. Parce qu'on a aussi, nous, des idées, côté moi patient. On peut, entre nous, on discute beaucoup, puis on discute avec beaucoup d'associations de patients. On est témoin aussi d'un certain nombre de difficultés que vivent les patients. Et donc, on a des idées aussi d'études qu'on aimerait bien porter, qu'on aimerait bien promouvoir, mais avec des associations de patients, on ne le fait pas seul. Et donc, il est possible qu'un jour, on vienne vers vous en vous sollicitant sur un projet. Vous dire, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, vous pouvez nous dire, bah non, en fait, non, c'est pas. C'est arrivé, hein. On a cru qu'on avait une super idée, puis en confrontant avec une association de patients, on s'est rendu compte que non, en fait, c'était pas une bonne idée. Mais le plus souvent, on a quand même des idées qui sont intéressantes. Et donc, il se peut qu'on vienne vers vous pour vous demander votre avis et savoir si vous accepteriez d'être promoteur d'un projet et aller chercher de l'argent avec nous pour le financer. Voilà, on est en train de le faire là sur différents projets. Donc, je vais vous envoyer, vous aurez le replay, je vais vous envoyer la présentation qui vous a été faite à l'instant. Et bien sûr, on est à votre disposition si vous voulez prolonger la discussion. En tout cas, un grand merci pour votre intérêt. C'était super que vous ayez pu vous connecter aujourd'hui. On est contente d'avoir pu vous présenter ce que nous faisions. Assez fière aussi, parce que c'est aussi une aventure, hein, ce travail. Et puis, bah, j'espère que vous participerez à notre étude sur la communauté Moi Patient. On a besoin de vos avis. Un grand merci à toutes et tous, et puis à bientôt. Portez-vous bien. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir à tous. Bonne À soirée. toutes. Au revoir.